Là, vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Ouais, parfait. On y va. Ok. Monsieur Chantran, bonjour. Bonjour. Alors, premier entretien de la journée plutôt consacré à Sainte-Hélène. Mais avant toute chose, moi, j'ai une question qui revient souvent à l'esprit, c'est après sa deuxième abdication, Napoléon ne pouvait-il vraiment pas rester en France? Est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité? Non, c'est pas c'est qu'il y avait une possibilité, c'est que dans son idée, il fallait laisser le pays dans la situation qui était la sienne, c'est-à-dire comme il venait d'abdiquer, il était plus facile pour ne pas déranger à la fois les personnes avec lesquelles il était, mais également son fils, puisque son idée c'était quand même que son fils, l'Aiglon, prenne la suite. Donc, il était mieux, à mon avis, dans son esprit, et d'ailleurs il l'explique, de quitter la scène, c'est le terme qu'il utilise, la scène politique, pour se retrouver lui-même, et puis surtout essayer d'engager une autre opération. Et son idée, c'est de se rendre aux États-Unis. Bon, certains historiens racontent qu'il avait peur de se faire assassiner ou enlever par la police de Fouché ou par des sbires, des Bourbons. Il y a une réalité historique derrière tout cela ou pas du tout? Oui, d'ailleurs c'est une rumeur qui déjà commence à avoir corps déjà lorsqu'il était à l'île d'Elbe, mais régulièrement il y a eu des tentatives d'assassinat sur Napoléon. Je vous rappelle l'attentat de la rue Saint-Nicaise, la tentative de Frédéric Staps en 1809. Donc les tentatives d'assassinat de Napoléon, elles ne sont pas uniquement imaginées, elles sont réelles. Il y a d'ailleurs même eu une tentative en 1805 qui a été déjouée assez rapidement. Donc vous le voyez, pour Napoléon, ce n'est pas uniquement que des rumeurs. Et il en est informé lorsqu'il est à l'île d'Elbe, et lorsqu'il revient pour 1815 pour quelques semaines, hein, puisqu'on sait que ça durera 100 jours, eh bien, son idée, c'est de repartir assez rapidement pour éviter justement ces tentatives éventuelles. Napoléon n'a jamais eu peur sur le champ de bataille. En revanche, ce qu'il craint, c'est à la fois la tentative d'assassinat, mais également toutes sortes de choses, et en particulier ce qu'il appelle la populace, c'est-à-dire que la population puisse se rendre coupable de telle ou telle exaction. Je vous rappelle également il a été témoin de la fameuse nuit du 10 août, enfin de cette fameuse nuit d'août 1792, au cours de laquelle, en particulier la population parisienne, s'était rendue coupable d'un certain nombre d'exactions et aussi d'horreur vis-à-vis des gardes suisses. Donc Napoléon ne souhaite pas en arriver à ce genre d'extrémité. D'après les livres que j'ai lus, les historiens sont assez partagés, mais lorsqu'il est sur l'île d'Aix, quelles étaient les chances de Napoléon de rejoindre les États-Unis s'il avait décidé de forcer le blocus anglais? Les chances, elles sont importantes. Ça peut paraître évidemment maintenant, aujourd'hui, facile même de le dire, mais c'était évident. La seule chose, c'est que Napoléon évite à tout prix de se cacher, ce qu'on lui propose, de se cacher dans un tonneau de cognac vide, parce que pour un homme qui est entré avec autant de prestige, on le sait, à Milan, au Caire, à Berlin, à Varsovie et même à Moscou, et il eût été inconcevable de quitter l'histoire sous cette forme-là. Et donc, c'est pour cette raison qu'il s'y refuse. En revanche, son frère Joseph, lui, se rendra aux États-Unis et le fait en passant l'escadre anglaise qui croise au large sans aucune difficulté. Napoléon à Sainte-Hélène a déclaré, je parle sous votre contrôle, si j'étais allé aux États-Unis comme Joseph, on m'aurait oublié. Ma question, c'est est-ce qu'il disait cela pour justifier son exil ou est-ce qu'il le pensait vraiment? Il y a peut-être un peu des deux. C'est-à-dire que forcément, si vous n'avez pas dans l'histoire de Napoléon Sainte-Hélène avec ce martyr de l'exil final, il est évident qu'on en parlerait autrement. En revanche, du point de vue des contemporains, Napoléon aux États-Unis, c'est effectivement un exil à la fois lointain, mais également une douceur, une sorte de gentleman farmer, une douceur qui ne serait pas forcément dans le même esprit que ce qu'il avait engagé auparavant. Donc, il est vrai qu'il y a les deux aspects, mais c'est évident aussi que Napoléon à Sainte-Hélène, c'est le moment important qui marque la légende et qui permet justement à une légende qui était autrefois assez terrible envers lui, une légende noire, de se transformer en légende dorée parce que justement, il y a cette mort dramatique. Alors, vous êtes historien, alors vous me pardonnerez cette question d'histoire-fiction, mais j'ai tendance à penser que si Napoléon avait été aux États-Unis, on ne l'aurait pas oublié. Est-ce que vous avez une idée ou un commentaire à faire sur sur le sujet?
Ben, c'est-à-dire que si jamais on considère que Napoléon avait repris les actions qu'il avait voulu entreprendre précédemment, en se lançant en particulier avec ce qu'on a appelé le champ d'asile, c'est-à-dire des soldats qui s'étaient installés en particulier notamment au Texas, ou, autre exemple, il y a également un général comme Ogendorf qui lui a pris ancrage au Brésil. Alors peut-être y avait-il une opération à lancer dans l'esprit de ce que fera par la suite quelqu'un comme Bolivar pour l'Amérique du Sud, ou au contraire d'aller aux Indes, ce qui était aussi une volonté de certains de ces généraux qu'il appelait pour libérer les Maharajas. Donc, son idée de combattre encore les États-Unis, il peut le faire de différentes manières. Il peut le faire d'un point de vue militaire, il peut le faire d'un point de vue aussi symbolique. Mais là, en acceptant son exil, eh bien, il le fait avec une autre opération. C'est celle d'une légende qu'il écrit et en particulier qu'il dicte à Lascaz et aux trois autres personnes qui l'entourent. C'est marrant parce que, à croire que vous connaissez les questions, parce que vous ne les connaissez pas. Donc là, vous me tendez la perche pour ma prochaine question. Alors, on a souvent parlé des quatre évangélistes, Gourgon, Montholon, Bertrand et Lascaz. Il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est comment ces quatre personnes assez différentes, avec des parcours également très divers, se sont-ils retrouvés auprès de Napoléon dans son dernier exil? Bah, tout simplement parce que pour les uns et les autres, soit ils servaient déjà Napoléon et donc ils n'ont fait qu'accompagner un second exil, soit pour d'autres, ils se sont rendus auprès de lui en leur offrant leur service, ce qui va être le cas de Lascaux. Pour donner les choses simplement, on peut dire que pour certains qui étaient engagés et qui avaient été condamnés, il n'y avait pas d'autre issue que d'essayer de redonner un peu voilà, de présence à leur proximité avec Napoléon. Et pour d'autres, c'était une fidélité. Et je donne l'exemple souvent du grand maréchal Bertrand, qui est le grand maréchal du Palais, qui est général lui-même, qui est aux côtés de Napoléon depuis la fin de 1813 et qui a déjà accompagné Napoléon avec sa propre famille d'ailleurs, avec son épouse Fanny et ses enfants, à l'île d'Elbe. Pour lui, il était inconcevable que Napoléon reparte dans ces mêmes conditions sans que lui, Bertrand, soit à leur côté. Il y a quelque chose de tragique quand on lit les récits de Sainte-Hélène, notamment dans le dernier ouvrage dont vous avez présenté les textes, c'est la rivalité entre la colonie française à Sainte-Hélène. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que pour des mesquineries, ils en viennent à des histoires même de duels. Il y a quelque chose un peu de pathétique dans la déchéance. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Ça n'est pas que c'est pathétique, mais il faut comprendre, il faut faire une comparaison avec les périodes précédentes. C'est le cas aussi de Napoléon. Pour quelqu'un qui a été si actif, qui a pris des décisions si importantes à la fois pour la France mais pour l'Europe, qui a bougé énormément à la fois pour ses campagnes militaires, mais également pour des visites diplomatiques ou pour des rencontres avec les Français lorsqu'il est sur le territoire, changer d'envergure, si l'on peut dire, c'est-à-dire se retrouver entre quatre murs, confinés, on sait ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous, avec un entourage qui attend des subsides ou qui attend un geste de sa part, c'est très compliqué à vivre. Donc ce huis clos va agir énormément sur les consciences de chacun, et en particulier, notamment pour Napoléon lui-même. Donc dans ces conditions, on comprend les réactions et on comprend aussi que sa santé va s'altérer aussi rapidement. D'une manière objective, est-ce que les conditions de vie furent vraiment difficiles sur l'île? Alors, elles ne le sont pas au début, parce que Napoléon s'installe à Porto-Sao, c'est-à-dire à proximité de la ville principale de Jamestown. Donc, les conditions de vie sont plutôt simples pendant les premières heures. Ensuite, il trouve un logement chez l'un des administrateurs de la Compagnie des Indes qui s'appelle William Balcombe. Et dans la famille Balcombe, on trouve en particulier une jeune fille qui est âgée de 13 ans, Betsy, qui améliore le quotidien de Napoléon, qui lui permet de changer un petit peu d'esprit et de se divertir. Et donc, ces premiers mois, à la fois dans les conditions climatiques, dans l'accueil, lui font oublier qu'il est prisonnier, parce qu'il est véritablement prisonnier. Il l'est depuis la décision du 2 août 1815, à partir de laquelle les puissances coalisées considèrent Napoléon comme prisonnier. C'est écrit noir sur blanc, mais Napoléon n'apprend que tardivement, il l'apprend que lorsque le nouveau gouverneur s'installe sur l'île, c'est-à-dire Hudson Law, en 1816. Mais auparavant, eh bien, il vit cet exil de manière assez agréable, si l'on peut dire, même s'il est surveillé, ça il le sait. En revanche, tout change à partir du 11 décembre 1815,
lorsque la colonie française se réunit de nouveau, parce que Napoléon était au Briard, donc chez les Balcombes d'un côté, le reste se retrouvait dans les logements qu'on leur avait déterminés, en particulier autour de Jamestown. Mais maintenant que Napoléon et tout son entourage, avec ses domestiques, prend ses quartiers à Longwood, les choses changent radicalement, non seulement parce qu'ils sont surveillés de manière très accrue, mais surtout parce que les conditions climatiques, je rappelle que Longwood est sur un plateau, balayé par les alizés d'un côté et avec une humidité terrible. Eh bien, ces conditions agissent énormément sur sa psychologie et sur son moral. Et c'est pour cette raison que non seulement il vit mal l'éloignement, mais aussi il le vit dramatiquement pour ces conditions. Il y a quelque chose d'ironique, entre guillemets, si je puis dire, lorsque Napoléon va apprendre le nom du nouveau gouverneur, il va d'abord être plutôt content, parce que c'est un homme qui a commandé à des Corses, et puis très rapidement, les deux, enfin Napoléon et Tsonlo vont déchanter. D'une manière générale, quel était le caractère d'une Tsonlo, dans le sens qu'il a aussi beaucoup été critiqué, il a beaucoup été décrié. Est-ce que vous pourriez redresser un panorama un peu plus complet et objectif de ce gouverneur? Alors, ce gouverneur Hudson Lowe, effectivement, il a un parcours. Il est né en Irlande, il a été formé de différentes manières, mais dans ses premières missions, en effet, il a commandé aux Corses et on peut les citer, les fameux Corsican Rangers. Et les Royal Corsican Rangers, ce sont des Corses qui ont pris le parti des Anglais depuis le royaume anglo-corse de la fin du XVIIIe siècle. Et donc Napoléon s'imagine qu'avec Hudson Lowe, il pourra évoquer des souvenirs communs, qu'ils pourront parler des Corses et qu'ensemble ils pourront même parler en italien, ce qu'ils feront d'ailleurs. Mais au-delà de tout ça, les mesquineries de Hudson Lowe, le fait qu'il soit sourcilleux à l'extrême et qu'il surveille donc Napoléon au-delà de ce qui lui a été demandé, va accentuer cette différence entre les deux hommes. Et Napoléon, qui au départ était plutôt favorable à cette arrivée en se disant je suis avec un officier, donc ça devrait bien se passer, eh bien au contraire, il va regretter amèrement le départ de l'amiral Cockburn, qui était le premier gouverneur de l'île, et avec Hudson Lowe, dès les premiers face-à-face, eh bien, les choses s'enveniment et les difficultés de relations contribueront en particulier à ce que Napoléon se considère véritablement comme un martyr. Il y a un point qui est important à Sainte-Hélène, c'est que Hudson Lowe refuse d'appeler Napoléon l'empereur. C'est toujours le général. Et Napoléon va, nonobstant la situation difficile dans laquelle il se trouve, va mettre un point d'honneur à dire qu'il était toujours l'empereur. Est-ce que c'était des motifs, en tout cas, est-ce que c'était un motif valable d'affrontement à votre avis? Oui, c'est valable parce que ça considère surtout la façon dont à la fois les Anglais d'un côté et les Français considèrent le pouvoir de Napoléon. Je vous rappelle que les Britanniques ont reconnu le pouvoir du premier consul, donc du général Bonaparte comme chef d'État au moment du traité d'Amiens, donc de la paix d'Amiens de 1802. Mais pour ce qui concerne le sacre de 1804, à aucun moment ils ne l'ont reconnu puisque la guerre était déjà déclarée entre les deux puissances. Et donc Napoléon eh bien, prend un malin plaisir à vouloir absolument à ce que ce titre d'empereur des Français, et donc ce titre de Napoléon, figure. J'en veux même pour preuve une anecdote importante, c'est à la fin de la vie de Napoléon, lorsqu'il sera question d'inscrire sur la pierre tombale un élément, c'est-à-dire voilà, quel nom doit-on faire figurer. Les Anglais tenant absolument à ce que ce soit Bonaparte, ils tiendront jusqu'au bout, et comme les Français refusent, eh bien, la pierre tombale de Sainte-Hélène, dans la fameuse vallée du Géranium, entre 1821 et 1840, eh bien, cette pierre tombale, avant le retour, ce qu'on appelait le retour des cendres, cette pierre tombale n'aura aucune inscription et sera vierge de toute mention, soit de Bonaparte, soit de Napoléon. Merci. Autre élément très important à Sainte-Hélène, c'est la rédaction du mémorial de Sainte-Hélène, enfin, de ce qui deviendra dans un deuxième temps le mémorial de Sainte-Hélène. Comment expliquer, avec 200 ans de recul, l'engouement qu'a suscité cet ouvrage et cette publication, qui a grandement contribué à la pérennité et même à façonner la légende napoléonienne, la légende impériale? Il faut l'expliquer très simplement. C'est-à-dire que des textes étaient déjà parvenus sous différentes formes et qui permettaient de comprendre un peu ce qui se passait à Sainte-Hélène, mais on n'en est pas tout à fait sûr.
De ce qu'on connaissait de Napoléon, il dicte un certain nombre de mémoires qui seront publiées également progressivement, mais on connaissait surtout les bulletins de la Grande Armée ou quelques lettres, mais très peu finalement. En revanche, avec ce mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon non seulement se révèle au quotidien dans ce qu'il vit là-bas pendant son exil, mais Lascaz réunit un certain nombre de témoignages, d'évocations, de conseils même euh, politiques ou économiques ou culturels que donne Napoléon pour ses successeurs ou ses héritiers. Et en cela, eh bien, le mémorial de Sainte-Hélène constitue, à n'en pas douter, une somme à la fois littéraire, parce que c'est très bien écrit, que Lascaz lui-même apporte un certain nombre d'éléments personnels et donc qui contribuent aussi à donner de ce texte un élément beaucoup plus complet. Et puis surtout, ce mémorial, il est lu par les générations entières. Il est lu par les générations entières parce que dedans, Napoléon donne justement ses conseils. Et donc, pour l'ensemble des romantiques et même de ses successeurs, on se souvient par exemple que Napoléon III s'est beaucoup inspiré du mémorial de Sainte-Hélène dans les indications que Napoléon a données. J'en veux d'ailleurs pour preuve quelques exemples. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, il est indiqué que pour Napoléon, les deux grandes puissances émergentes, ce sont les États-Unis et la Russie, ce qui est quand même une très belle prescience, si l'on peut dire. Il annonce qu'il adviendra à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et puis de l'autre, il y a cette phrase qui est un peu apocryphe, mais qui est intéressante aussi à citer, c'est quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Et même si on sait qu'elle est sujette à caution, ou que Napoléon a pu dire aussi dans le mémorial, alors on sait qu'il y a une version de nouveau qui a été retrouvée, mais lorsqu'il a dit mon ambition était grande, dans tout cela, il y a une révélation de ce que Napoléon apporte. Et donc, la lecture du mémorial joue énormément dans les consciences et pour les générations qu'ils découvrent, eh bien, ils découvrent justement un autre Napoléon, non pas celui qu'ils ont pu apercevoir sur le champ de bataille ou lors des revues de troupes ou lors des grandes cérémonies, mais c'est un Napoléon beaucoup plus intimiste et un Napoléon aussi qui donne pour la suite des événements des directives qui seront pour la plupart d'ailleurs suivies. Dans un premier temps de l'histoire de Sainte-Hélène, lorsqu'on lit les différents livres qui traitent de cette période, on a l'impression que Napoléon espère un assouplissement de ses conditions de vie, voire même un retour en Europe. Est-ce que c'était réel ou est-ce que l'homme a surestimé la gentillesse et la générosité des monarchies européennes? Non, je pense qu'il y croit vraiment. C'est non seulement parce que c'est dans ses habitudes, c'est un homme de défi, c'est quelqu'un qui, je vous le rappelle, a quitté la Corse dans des conditions difficiles, il avait 9 ans et demi, qui a dû se séparer de sa famille, qui s'est battu continuellement, qui a quand même aussi subi au départ les mouvements et les transformations d'une société devenue révolutionnaire, puis républicaine, avec des engagements forts. Donc pour lui, il était évident que la lutte devait se poursuivre. On sait qu'il a eu un moment un peu difficile psychologiquement, on le sait, en 1814, où il tente de se suicider à Fontainebleau, mais au-delà de ça, il reprend ensuite la main pendant son premier exil, avec des mouvements importants et des décisions politiques majeures pour l'île d'Elbe, qui connaît d'ailleurs une évolution qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais ensuite, lorsqu'il est dans le mouvement, eh bien, les 100 jours avec Waterloo, c'est aussi pour montrer que Napoléon cherche absolument à chaque fois à être dans l'action et ne pas attendre. Donc à Sainte-Hélène, c'est la même chose. Il ne se contente pas d'être un exilé ou un prisonnier. Il rêve toujours, et il le décide, hein, il rêve toujours de conditions qui seront assouplies et peut-être même de rentrer en Europe. Il le dit d'ailleurs à son entourage, jusque même dans les derniers jours. Alors, il me reste encore une ou deux questions. À l'approche de sa mort, est-ce qu'on connaît réellement, parce que là aussi beaucoup de choses ont été dites et redites et également tout et son contraire, les sentiments de Napoléon à l'égard de Dieu et de la religion catholique ou de la religion en général? Est-ce que l'approche de la mort lui a permis de se rapprocher de Dieu ou pas du tout? Alors, chez Napoléon, c'est toujours difficile de savoir exactement ce qui était son ressenti. En revanche, sur les actes et ses relations avec la religion, là, il y a des choses qui sont avérées. Pour donner juste un petit rappel, il est l'homme quand même du Concordat. C'est-à-dire qu'en 1801, signer une paix en juillet 1801 avec le pape
pour qu'ensuite la première messe soit donnée en avril 1802 pour la fête de Pâques, c'est un acte fort. Parallèlement, il souhaite que la religion catholique soit celle de la majorité des Français, c'est-à-dire que ce n'est plus un retour à la religion d'État, ce qui est aussi un symbole considérable après le passage de la Révolution, de culte de l'être suprême, des éléments qui ont compté aussi dans l'histoire de France et qu'il assume pleinement. Mais de l'autre, Napoléon a édicté et a publié ce qu'on appelle les actes organiques, c'est-à-dire une liberté de culte pleine et entière pour les protestants, les juifs, les musulmans tels qu'ils les avaient connus en particulier en Égypte, mais Napoléon souhaite absolument, mais absolument, que les Français vivent en bon équilibre et que cette laïcité dont nous parlons tellement aujourd'hui, eh bien, il est l'un des premiers à l'avoir pérennisée et en avoir fait des institutions. Il faut se souvenir également que Napoléon est un homme de conviction. De conviction et que la religion, pour lui, il a été lui-même engagé enfant, puisqu'il a fait sa première communion à son école de Brienne-le-Château. C'est un enfant qui a été aussi éduqué par sa mère dans cette religion, mais il s'en méfie. Il s'en méfie parce qu'il ne souhaite pas être trop proche d'une coterie ou d'une religion pour justement garder des mains libres. Et c'est pour cette raison qu'à tout moment, le grand maréchal du palais Bertrand, lorsqu'ils sont à Sainte-Hélène, se méfie des aumôniers qui ont été envoyés par la famille Bonaparte sur l'île. Il y a 2 aumôniers, Vignali et Bonavita. Pourtant, vous avez raison, alors que Napoléon s'était un peu méfié du pape lors de son sacre, par exemple, il avait voulu lui-même se couronner, il l'a fait, hein, il s'est couronné lui-même alors que le pape était derrière lui. Eh bien, au moment de la fin de sa vie, il choisit de faire œuvre, cette fois-ci catholique, et il demande à Vignali de recevoir l'extrême onction et d'être confessé. C'est un acte fort, alors qu'il voulait toujours s'en méfier. C'est un acte fort qui considère finalement que Napoléon, dans ses propres convictions, meurt en bon catholique. D'ailleurs, pour s'en donner la preuve ultime, dans ce qu'il écrit dans le Testament, en dictant à Montholon, l'un de ses généraux, il dit qu'il meurt dans la religion catholique et il le fait en façon tout à fait assumée. Alors, on arrive à la mort de Napoléon, malheureusement. Quelles sont les réactions de Hudson Law et des chancelleries européennes en apprenant la mort de Napoléon? Alors, Napoléon lui-même avait déjà prévu tout ce qui allait se passer. Il a dicté, c'est étonnant, mais il a dicté à son entourage un certain nombre d'éléments, donc je l'ai dit, le testament, mais aussi à Montholon, il a demandé que son faire-part soit déjà écrit. Il n'y avait plus ensuite qu'à compléter la date et l'heure qui soit ensuite portée à Hudson. Mais pour la réaction du gouverneur, on imagine bien, lui qui avait toujours refusé de considérer Napoléon comme souffrant, jusqu'au bout, il se cache de la réalité et il considère que Napoléon joue un petit peu une sorte de pièce de théâtre en essayant de passer pour ce martyr qu'il évoque. Et donc, Napoléon l'avait dit, il ne manquait à ma vie qu'une seule couronne, après la couronne de laurier, c'était la couronne d'épines, et c'est Hudson Law, sorte de nouveau Ponce Pilate, qui me l'apporte. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer, parce que Hudson Law refuse jusqu'au bout de reconnaître la réalité, même s'il envoie des chirurgiens et des médecins à Longwood. Lorsqu'on l'informe, il pense que Napoléon, en fait, est en train de retourner en sa faveur les chirurgiens et les médecins et qu'on lui joue une comédie. Mais lorsqu'il apprend que cette fois-ci, Napoléon recrache des matières noirâtres, qu'il est souffrant, là, il est obligé de se conformer à la réalité et d'accepter finalement ce qui est en train de se jouer. La mort, elle se fait de manière assez brutale. On sait qu'encore jusqu'à la fin du mois d'avril, Napoléon a dicté son testament, même s'il est souffrant et qu'il garde le lit, il considère encore qu'il y a encore une carte à jouer. Mais à partir du début du mois de mai, sa santé va déclinant et Antomarchi, qui essaie de lui donner quelques médicaments que lui considèrent d'ailleurs les chirurgiens anglais comme du calomel, eh bien, par ce traitement, provoque l'effet inverse de ce qui est recherché, non pas un lavement de Napoléon, mais au contraire une provocation d'une irritation beaucoup plus forte. Et c'est pour cette raison que Napoléon meurt, donc le 5 mai 1821 à 17h49, dans d'affreuses souffrances, en s'éteignant petit à petit. Et la réaction des chancelleries en Europe lorsqu'elles apprennent la mort, soulagement, content?
Eh bien, en fait, tout le monde va commencer à se regarder. C'est-à-dire que la réaction première en Europe, on apprend par exemple à Paris que le 7 juillet, c'est-à-dire près de 2 mois après l'événement lui-même, la mort de Napoléon par la diffusion des journaux, on apprend que Bonaparte n'est plus. Ça, c'est la première phrase qui est publiée. Les réactions sont assez mitigées. On sait qu'à cette époque-là, c'est surtout la légende noire qui s'en est emparée et qu'il y a eu un certain calme maintenant en France en particulier. Mais pour les autres chancelleries, et en particulier celles qui étaient directement impliquées dans la surveillance de Napoléon, parce que je vous rappelle, il y a non seulement l'Angleterre avec Sainte-Hélène et Eutselno, mais que des commissaires étrangers, à la fois autrichiens et russes, sont sur place et qu'ils ont continué d'envoyer des informations pour informer les chancelleries de ce qui se passait. Tout le monde est persuadé qu'on abandonnera et qu'on oubliera Napoléon avec tout cela. Mais ça va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que l'événement lui-même, même s'il n'a pas encore beaucoup de relais, mais les premiers textes qui sont publiés, comme par exemple le poème de Manzoni le 5 mai, Cinque Maggio, agissent sur les consciences et en particulier surtout sur les écrivains romantiques comme un élément déclencheur et qu'une certaine nostalgie s'empare de toute la société. Je vous rappelle que les textes de Victor Hugo, de Balzac, de Stendhal, bien sûr, de Pouchkine et de tant d'autres, de Lord Byron, commencent à ce moment-là. Heinrich Heine racontera ensuite que Napoléon est mort comme un martyr et que des dizaines de navires viendront à Sainte-Hélène pour visiter le nouveau sépulcre moderne. C'est exactement ce qui va se passer. Il y a un certain fétichisme autour de Napoléon qui s'en empare et l'effet voulu par les chancelleries est devenu inverse. Et donc, on en arrive en 1830-1840 à ce que Napoléon soit acclamé sur les barricades et en 1840 à ce que son corps revienne en France parce que pour faire l'unité, Louis-Philippe n'a pas d'autre choix que de faire rentrer le corps aux Invalides. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup.